Merci à tous. Je vais vous proposer effectivement de reprendre le rendez-vous que nous avons actuellement en cours sur la quatrième partie sur l'impact du recours accru ou massif au télétravail sur la mise à jour et notamment l'évaluation des risques en entreprise, sur la mise à jour du document unique. Je vais proposer effectivement toujours à Monsieur Baumann de prendre la parole, de garder la parole finalement sur cette partie-là, pour nous présenter finalement les conséquences de ce recours accru du télétravail sur le DER et la prévention en entreprise. Alors, juste pour rappeler, hein, je ne suis ni ergonome, ni psychologue du travail, ni médecin du travail, hein, donc ce n'est pas mon terrain de jeu favori, on va dire. Mais par contre, sur le document unique, sur l'implication dans le document unique, je vais pouvoir déjà aborder un certain nombre de sujets avec vous, je pense, et potentiellement répondre à quelques-unes de vos questions. Euh, donc tout d'abord, comment on va l'aborder? Si on peut passer voilà, un petit peu avant. Euh, Voilà. Je vais d'abord insister sur la différence entre en fait le télétravail choisi et celui dans lequel on l'a appliqué ces derniers temps, hein, qui est beaucoup plus contraint. Quels sont les impacts que ça peut avoir sur les risques en entreprise et puis on va faire une petite conclusion dessus. Donc déjà, effectivement, la différence entre le télétravail choisi, vous pouvez passer, voilà. Habituellement, voilà, le télétravail, il repose sur le volontariat. Clairement, on a le temps de l'anticiper. Et donc, du coup, ça amène différents éléments. C'est-à-dire que, on verra tout à l'heure, mais le fait que on ne puisse pas choisir de le faire ou pas à un certain moment donné, ça va avoir un impact. Et le fait qu'on n'ait pas eu le temps de s'y préparer, forcément, en termes d'évaluation des risques, on sait très bien que ça a ses conséquences. À la fois sur le salarié, mais aussi sur les managers. Ça va être un maillon extrêmement important dans ce changement de pratique et aussi au niveau de l'employeur, notamment de son évaluation des risques. Donc du coup, quelle est la différence entre l'anticipé et l'improvisé? L'anticipé, on a le temps, notamment pour le salarié, de se mettre un espace de travail adapté, de s'organiser, ce genre de choses. Pour l'entreprise, ça peut être aussi, en termes de matériel, d'être sûr d'avoir les ordis, les téléphones, potentiellement les casques, à disposition pour les salariés qui souhaitent faire du télétravail. Ça va être aussi tout le software, donc tout ce qui va être les logiciels de visio, les accès à distance, parce qu'il n'était pas prévu que quelqu'un en dehors de l'entreprise ait accès aux données, ce genre de choses. L'organisation, forcément, quand on peut anticiper, on a prévu des moments d'échange, comment les documents pouvaient être partagés quand il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus, par exemple. Comment on gère la charge de travail à distance des salariés, ce genre de choses. Comment les réunions, quand est-ce qu'on les met, comment on s'organise, ce genre de choses. Horaire, là on verra que il y a une particularité au télétravail, c'est qu'on pourrait imaginer des adaptations d'horaire dans la limite du droit à la déconnexion qu'on verra tout à l'heure. Et puis surtout, dans l'anticiper improvisé, c'est qu'on a le temps d'informer, de former tout le monde, que ça soit au logiciel, que ça soit à cette nouvelle organisation, à ces nouveaux fonctionnements. On a aussi une différence entre le choisi et l'imposé. Habituellement, le télétravail, si la personne elle n'a pas d'équipement, d'espace de travail à disposition chez elle, potentiellement, c'est une personne qui va peut-être pas faire le choix du télétravail. Et puis pour l'entreprise, en termes d'évaluation des risques, ça va être aussi ça peut faire partie des critères de choix d'acceptation, on va dire, à mon sens, du télétravail, en disant si vous voulez faire du télétravail, il faut que vous ayez un espace de travail un minimum adapté.
On verra aussi que là, on n'a pas eu trop le choix. Des fois, il y avait les enfants à la maison en même temps. Tout le monde avait besoin de connexion, que ça soit enfant, parents, et potentiellement, bah, la connexion personnelle ne suivait pas. On va avoir aussi le côté maîtrise des outils. Et surtout, c'est que le cadre du télétravail, habituellement, on le choisit aussi. C'est-à-dire que il est limité dans la durée, potentiellement, savoir si dans le temps, on peut revenir en arrière, alors que là, pas le choix, hein, c'était imposé par les consignes officielles. Le cadre aussi, le nombre de jours par semaine, adapté beaucoup plus facilement à l'entreprise. Le côté, effectivement, réversibilité. Et puis, il y a un élément aussi important, c'est le contexte. Le télétravail classique ne se fait pas dans un contexte sanitaire important, comme on l'a aujourd'hui, avec une incertitude économique pour son poste, pour la vie de l'entreprise potentiellement importante, et dans un climat social particulièrement isolant, j'aurais tendance à dire. Donc tout ça fait qu'on ne peut pas partir de l'évaluation classique du télétravail et simplement en faire une copie en disant pendant la période de pandémie, on reprend ce qui a déjà été fait dans une autre entreprise, par exemple, qui applique le Covid-19 ou sur un autre site. Donc effectivement, le télétravail, dans cette période-là, c'est un moyen de prévention. C'est pour ça qu'on le met en place, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est qu'il nous protège de la Covid-19, en tout cas les salariés qui peuvent le pratiquer, en faisant en sorte qu'on limite les échanges de proximité. Mais c'est également une situation qui peut présenter des risques. Donc on le verra à la fois dans la colonne mesures de prévention, mais aussi potentiellement en termes de risques à évaluer. Alors, on ne l'appellera pas télétravail, ce n'est pas le télétravail qui en lui-même est problématique, ça va être les postures de travail, ça va être la charge mentale et les risques psychosociaux qui peuvent de façon plus générique. Il ne faut pas oublier que le télétravail, habituellement, voilà, il présente des avantages quand même non négligeables, que ce soit pour le salarié ou pour l'entreprise. Mais que même en temps classique, il y a quand même quelques contraintes qu'il faut évaluer pour pouvoir faire les choses correctement. Aujourd'hui, effectivement, ces contraintes, elles sont un peu augmentées et c'est pour ça qu'on va voir comment les prendre en compte dans l'évaluation. Donc déjà, il faut voir, alors j'ai repris les items de l'INRS pour pas vous le cacher. J'ai pris les risques liés aux équipements de travail. Ordinateur, écran, téléphone, accès aux imprimantes aussi, c'est important. On ne peut pas toujours tout travailler sur le PC. Il y a certaines activités qui nécessitent de travailler sur une version papier. Dans ces cas-là, il faut quand même prévoir comment le salarié peut avoir accès à une impression de qualité et sans que c'est un coût pour lui derrière. Le casque pour le téléphone, notamment, on sait très bien qu'en termes de troubles musculo-squelettiques, le fait d'être au téléphone, bloqué sur l'oreille et de taper à l'ordinateur, c'est rarement bon pour la santé. Donc du coup, des fois, sur des activités qui nécessiteraient d'être beaucoup au téléphone et de la saisie en simultané, la possibilité d'avoir un casque, par exemple, peut faire partie des éléments à prendre en compte dans votre évaluation des risques. Donc, vos services de santé au travail ont potentiellement fait des webinaires, des documents pour vous aider. Il faut savoir aussi que l'ANACT a mis en place un dispositif objectif télétravail permettant aux entreprises de moins de 250 salariés de bénéficier gratuitement de conseils et d'un accompagnement. Donc, on se posait la question de l'ANACT dans le document unique tout à l'heure. Là, ils peuvent vous accompagner et autant vous en servir si vous en avez la possibilité. Le deuxième risque, c'est forcément les risques psychosociaux qui, dans cette
conditions contraintes de pandémie est décuplé, j'aurais tendance à dire, par rapport au mode classique. L'incertitude, l'incompréhension, pourquoi lui, il a le droit au télétravail, pas moi? Est-ce que si je suis en télétravail, c'est perçu comme des télévacances par certains? Est-ce que, ça veut dire que je ne sers pas à l'entreprise? Voilà, il peut y avoir un tas de questions qui peuvent se poser, plus ou moins fondées, plus ou moins adaptées, j'aurais tendance à dire, perçues différemment en fonction des vécus de chacun. Il peut y avoir un problématique aussi d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, hein, surtout quand les enfants sont à la maison ou que même on n'a pas l'habitude de cette gestion au télétravail, hein, clairement, en termes d'organisation. La charge mentale, est-ce que j'en suis capable? Parce que jusqu'à présent, je manipulais pas tel ou tel outil et j'ai pas été formé pour. Donc dès qu'on va avoir une différence entre ce sur quoi je me perçois en capacité de et ce qu'on me demande, et ben, il peut y avoir des soucis, en termes de risques psychosociaux. La charge de travail, beaucoup plus difficile à équilibrer, j'aurais tendance à dire, à distance pour certains, surtout quand on a l'habitude, d'être dans le même bureau, par exemple, et que là, d'un coup, on voit plus la personne à côté de nous. On ne sait pas si elle travaille pas. Et ben, il y a des façons de s'organiser pour, s'assurer que, il y a pas de souci. Mais, il faut pas être dans le surcontrôle, il faut pas être dans le non-contrôle. Il faut trouver le juste équilibre entre les 2 et c'est vraiment pas évident. Et puis dernièrement, bah, forcément l'isolement, hein. Déjà qu'on est isolé, d'un point de vue privé, du fait des confinements, qu'on a pu subir, bah, là, en plus, pour certains, ça peut être perçu comme un isolement aussi professionnel qui, restait le dernier, bastion, j'aurais tendance à dire, de contact, social. Donc ne pas hésiter à communiquer sur le cadre du télétravail pour éviter toutes les interrogations, toutes les inquiétudes qu'il pourrait y avoir par rapport à ça ou toutes les mécompréhensions qui pourraient en être, la cause. Définissez les plages horaires. C'est important effectivement de rappeler que, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est en 24/24. Et c'est important de, rappeler que, par contre, c'est pas parce on peut profiter du fait d'être en télétravail pour ne pas être sur les horaires classiques de boulot, si l'activité le permet. Si vous avez été en relation client, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, si vous êtes, par exemple, un traducteur, bah, que vous fassiez le travail de 6 à 8 parce que vous voulez vous garder un peu de temps, pour accompagner votre enfant de 10 à 12 avec sa visio, bah, est-ce que ça dérange l'entreprise ou pas est-ce que ça la perturbe? Et donc dans ce cas-là, potentiellement, vous pouvez adapter vos horaires, tant que le travail, vous estimez qu'il est fait. Par contre, il est important de rappeler qu'il y a un droit à la déconnexion et ça, c'est vraiment important, puisque dans ces périodes-là, on pourrait avoir des dérives, même de la part du salarié, hein, de se croire, du coup, maintenant qu'il a les outils pour y répondre, heu, d'être, toujours, à l'affût, en termes de travail. Assurez-vous de la maîtrise aussi des outils et les logiciels. Ça va être un facteur extrêmement important, de la charge pour certains salariés qui n'ont pas forcément l'habitude à certains outils informatiques, je pense aux Visio, je pense à certains logiciels, de partage d'informations, ce genre de choses. Essayez de faire en sorte que, au moins de ce point de vue-là, ils puissent être, sereins, par rapport à l'utilisation de ces outils. Important également, c'est l'information ou la formation quasiment des managers sur cette nouvelle pratique de management à distance. Être en soutien, mais pas être sur le dos de la personne en permanence. Maintenir du lien, sans être oppressant. C'est retrouver les équilibres, comment on évalue la charge de travail, comment on gère ça et c'est pas inné. Clairement, il y en a qui vont peut-être le faire de façon, totalement naturelle et ça va très bien se passer. Mais pour quand même un certain nombre, c'est quand même un changement de pratique qui n'est pas habituel.
J'en profite pour rappeler qu'il y a un numéro officiel, gratuit pour les télétravailleurs. N'hésitez pas à le communiquer. S'ils se sentent en difficulté, ça peut toujours être utile qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls et que des gens sont à leur écoute. Je voudrais attirer votre attention sur la différence de perception. Le fait d'être en télétravail, pour certains, c'est effectivement d'être en sécurité parce que je suis loin de la Covid. Donc, je ne suis pas exposé. Donc, je suis très bien en télétravail parce que je suis loin du virus. Par contre, pour d'autres, ça peut être, on m'a mis en télétravail parce que, en fait, je suis pas vraiment nécessaire à l'entreprise. On a ce genre effectivement, d'échange avec certains de nos salariés. C'est vraiment important de le faire verbaliser, entre guillemets, et d'en avoir conscience que tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. De même, en présentiel, ça peut être extrêmement valorisé en disant, bah, effectivement, moi, on me demande de rester à l'entreprise parce que je suis important pour l'entreprise, alors que d'autres vont avoir cette perception de bah, être en présentiel, c'est être en danger parce que je suis confronté au virus. Et ça, faut comprendre aussi que ça peut être sous-jacent à certains problèmes ultérieurs qui pourraient se poser plus tard, dans des notions d'équipe, par exemple, dans des relations, j'aurais tendance à dire d'équipe, de dire, bah oui, mais toi, tu étais bien à l'abri, on parlait aussi tout à l'heure des impacts de l'activité partielle. Ah bah toi, tu étais tranquille, tu étais en vacances pendant que moi, j'étais encore confronté au virus. Alors que d'autres vont dire, bah ouais, mais moi, j'aurais bien voulu bosser plutôt que être chez moi. Voilà. Donc, c'est vraiment ne pas laisser, je dirais, pourrir des situations qui pourraient être liées à cette différence de perception entre les différents vécus de chacun. Donc, en synthèse, sur cette partie-là, je rappellerai qu'il faut vraiment prendre en compte l'importance de la communication informelle qui a lieu au sein de l'entreprise, entre deux bureaux, entre deux réunions, à la pause café, ce genre de choses, qu'il manque du fait du télétravail et où du coup les échanges se passent par mail ou des fois téléphone. Mais le mail, on ne perçoit pas le ton, la façon dont les instructions peuvent être passées. Donc bien rester toujours attentif, notamment pour les managers, aux consignes qui peuvent être données par mail et à la façon dont les échanges peuvent avoir lieu entre les différentes personnes qui ont besoin de communiquer. Il n'y a pas ces adaptations, j'aurais tendance à dire: «Ah oui, non, ton mail, il était un peu sec. Ah oui, excuse-moi, désolé, j'étais pressé», voilà. Il y a pas il peut manquer toute cette partie-là qui peut avoir un impact sur le vécu de chacun de cette période-là. J'insiste aussi également sur la maîtrise inégale des nouveaux outils, clairement. L'informatique, c'est pas inné pour tout le monde et il y a certaines mises en place de logiciels pour qu'ils aient justement accès, pour qu'ils puissent avoir tous les services, à distance. Bah, voilà, s'assurer que, tout le monde en ait bien la maîtrise. Et enfin, la différence de perception sur lequel je viens de parler tout à l'heure, où, pour une même action, les gens vont avoir une perception différente et des comportements différents par rapport à ces situations-là. Donc, c'est vraiment dans la partie, j'aurais tendance à dire, adaptation au télétravail, c'est vraiment ces choses-là sur lesquelles, on peut avancer en termes de prévention. Alors je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos attentes ou pas du tout. N'hésitez pas dans vos questions à aborder des sujets que j'aurais pas abordés, dans celle-ci. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. On avait une question effectivement dans le chat, notamment sur les risques TMS. Est-ce que pour la prévention finalement de ces risques TMS, dans le cadre du télétravail, on peut solliciter le salarié afin de connaître son environnement de travail à domicile
par le biais de photos ou autres, par exemple? Alors, il est en droit de refuser parce qu'il est chez lui. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça peut pas être imposé. Par contre, il peut être appelé effectivement sensibiliser les salariés à disposer d'un environnement propre au travail chez eux. Il peut être demandé. Voilà. Après, ça peut être aussi, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à en discuter avec le médecin du travail, qui peut aussi avoir un échange avec le salarié sur le sujet. Mais c'est vrai que en termes de, il est chez lui, donc vous pouvez pas exiger qu'il ait un fauteuil ergonomique, qu'il ait un bureau droit pour bien travailler, voilà. Mais par contre, ça peut être proposé et en tout cas s'en inquiéter pour que et lui donner quelques pistes pour qu'effectivement il puisse travailler dans des bonnes conditions. Alors, merci beaucoup. On a une expérience effectivement de Madame Kipcho. Personnellement, j'ai rédigé des notes de service récapitulant les règles les plus importantes à respecter pour Voilà. organiser au mieux sur l'espace de travail, puis des fiches d'auto-évaluation. Les salariés sont ainsi invités à revenir vers moi s'ils considèrent qu'ils ne sont pas dans une situation de travail optimale. Bah, c'est l'idéal, hein, c'est de favoriser les échanges, donner des informations pour qu'ils puissent travailler voilà, en sachant comment bien faire entre guillemets, et puis favoriser l'échange encore une fois, hein, si ils se sentent pas bien, là dans l'organisation, bah, qu'ils puissent revenir vers vous. Effectivement, c'est excellent parce que bah, ça permet derrière bah, peut-être de donner un petit conseil qu'ils n'auraient pas envisagé eux, ce genre de choses. Et c'est peut-être ça qui fera toute la différence derrière. D'autant plus pertinent en termes de preuves que quand vous faites ce système-là pour demander au salarié de se manifester, s'il ne se manifeste pas, c'est que lui-même n'avait pas envisagé une difficulté sur le sujet, quoi. Merci beaucoup, mais c'est effectivement la limite du contrôle du salarié en télétravail qui n'est pas en place, donc l'autodétermination est intéressante dans ce cas-là. J'avais oh, attendez. Ah, attendez. J'ai mon ordinateur qui fiche, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, très bien. J'avais une autre interrogation sur la négociation d'un accord collectif ou d'une charte. Est-ce que pour vous, une telle négociation, prévoyant notamment la méthode du recours au télétravail et les conditions finalement de ce recours au DUER, comme un outil de prévention des risques liés à cette exécution de télétravail? Alors ça dépend du contenu, forcément. Mais effectivement, si on recommande un certain nombre de préconisations, je dirais, d'établissement du télétravail, ça peut être qu'un plus forcément suffisant, puisqu'il y a certaines applications, j'aurais tendance à dire, encore une fois, locales, auxquelles il faut faire attention, puisque la charte ne pourra pas couvrir tous les usages, toutes les particularités qu'une entreprise peut avoir. Ok, très bien, merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure effectivement du fait que le télétravail est à la fois un moyen de prévention et, alors je dirais, entraîne ou crée des risques qui doivent être insérés dans le document unique des risques. Est-ce que vous avez d'autres euh, moyens de prévention qui peuvent entraîner des risques? Est-ce que vous avez Bah oui. vous auriez d'autres exemples, hein? Les aides à la manutention. Une aide à la manutention, un chariot autoporté, oui, ça aide pour limiter le port de charge, mais par contre, c'est un engin mécanique avec un poste de conduite qui peut entraîner des vibrations, qui peut entraîner des accidents circulation piéton. Voilà, c'est un moyen de prévention qui est à même de générer d'autres risques, mais qu'on estime être plus faibles que le moyen sur lequel on veut protéger. Les ponts élévateurs, c'est pareil. Voilà, toutes les aides à la manutention mécanique peuvent l'être. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre
Ouais. J'en ai pas comme ça sur la main, un peu pris au dépourvu, mais voilà, je pense que oui, on en a d'autres, hein. Un échafaudage qui est pour une aide, voilà, pour un travail en hauteur, hein, c'est mieux que travailler sur corde. Mais par contre, il y a quand même des risques qui y sont liés. On pourrait en envisager des comme ça. Je pense que celui qui est vraiment le plus parlant, c'est quand même l'aide à la manutention. Mais après, pour d'autres, j'imagine qu'il peut y en avoir, oui. Pour le risque chimique, par exemple, on demande à être isolé, à avoir le moins de personnes exposées. Par contre, derrière, il ne faut pas être en travailleur isolé ou être en incapacité d'apporter des secours. Donc, c'est deux contraintes qu'il faut à chaque fois faire attention. Par exemple, si vous avez un poste où vous avez une manipulation d'un produit cancérogène, mutagène ou reprotoxique, s'il n'y a qu'une personne qui peut être dans la pièce quand vous manipulez, c'est mieux. Surtout si voilà, il y a que cette personne-là qui a besoin. Par contre, derrière, il faut quand même lui apporter les secours, donc il faut prendre en compte dans l'évaluation des risques. Ok. Merci beaucoup. Alors, j'avais une interrogation sur le numéro vert que vous avez présenté Ouais. sur les travailleurs en difficulté. Est-ce que selon vous, il faut intégrer ce numéro au document unique, sachant que on ne sait pas s'il sera permanent? C'est ça. Pour moi, non, c'est plus là des éléments de communication. Et je mettrais plus que on a mis en place un certain nombre d'éléments de communication. Et ces éléments de communication, j'en garde quelque part une trace. Pour moi, le numéro vert en lui seul n'est pas, voilà, n'est pas intégré dans le document unique. Mais dire aux salariés que on a fait des points de sensibilisation sur les risques éventuels au télétravail, avec notamment la communication d'un certain nombre d'éléments. Et si on a le mail qu'on a communiqué ou la petite note de service qu'on a, oui, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de mettre cette note-là en annexe. Si c'est un point sécurité, si c'est un point, je pense que c'est plus dire qu'on a fait des points réguliers et pas forcément mentionner le numéro en particulier. Mais c'est pas une mesure de prévention en soi à mettre dans le document unique dans une ligne bien particulière. Je pense que c'est vraiment dans la partie communication qu'il faut l'intégrer. Ok. Merci beaucoup. Alors, on a une question dans le cadre du chat. Alors, je pense qu'elle s'adresse plus à Madame Buet, mais toujours sur cette question du télétravail. Dans le cadre de l'ANI télétravail de 2020, les partenaires sociaux ont eu une réflexion sur l'aménagement du DUR. Alors, et je dirais même au-delà sur la prévention des risques en entreprise face à ce contexte actuel. Est-ce que ces questions ont été prises en compte dans l'ANI télétravail, Madame Buet? Oui. Oui. Alors, ils ne sont pas rentrés dans le détail. Il y a une partie, en fait, je ne sais plus, je crois que c'est la partie 3, où il rappelle qu'il faut faire une évaluation des risques professionnels et que le télétravail, on doit prendre en compte aussi ce mode d'organisation du travail dans notre évaluation. Voilà. Donc, ils ont bien rappelé ce point. Après, ils ne sont pas rentrés dans le détail sur les modalités, bien sûr. D'accord. La concomitance, quasi-concomitance Oui. entre les deux ANI, télétravail et réforme de marché du travail, réforme Santé au santé travail. au travail, pardon, n'a pas de motif en fait. C'est contextuel. Totalement. Ok. Non, mais très bien, très bien. Non, on n'avait pas misé sur la Covid, qui nous a un peu, voilà, c'est aussi le contexte qui est fait que on a dû négocier sur le télétravail, voilà, dans le contexte Covid, puisque le télétravail de masse a été une nouveauté pour tout le monde. Et puis, santé au travail, non, c'est un contexte totalement indépendant D'accord. l'un de l'autre. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bohen, pour cette présentation complète sur la question du DER et du recours au télétravail.